Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Patrick Leroux, fondateur de GoWithApp et bientôt GoWithJob. Il vient nous parler du premier forum de la compétence qui a lieu le 26 juin à Paris. 69% des entreprises manquent de compétences sur les enjeux de durabilité. Dans notre débat, on détaillera l'impact économique des catastrophes naturelles en France. On verra comment les collectivités territoriales peuvent s'y préparer. Et puis dans notre rubrique Startup et innovation, vous découvrirez Vertuo et ses bocages urbains, solutions de végétalisation qui sont autonomes en eau pour les villes, mais aussi pour les terrasses d'entreprise. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Patrick Leroux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de GoWithApp et de GoWithJob et vous lancez le premier forum de la compétence, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez GoWithApp pour commencer, c'est quoi? Alors, GoWithApp, en fait, c'est une application mobile et web Ouais. qui permet de gérer la relation école, apprenti, entreprise dans le cadre de l'apprentissage en alternance. Voilà, tout simplement. Donc, elle répond à plusieurs objectifs, notamment de réduire le taux de rupture des contrats d'alternance qui est en moyenne de 28%, qui est un C'est gros beaucoup, souci. Ouais. Ça coûte de l'argent aux entreprises, ça? Alors, ça coûte surtout de l'argent aux écoles, Ouais, en fait. d'accord. Donc, GoWithApp, ça s'adresse avant tout aux écoles. Évidemment, ça coûte aussi de l'argent aux entreprises parce que de toute manière, un alternant, c'est un contrat de travail. Et lorsqu'on perd un alternant, on doit en reprendre un autre. Il faut recruter un autre, etc. Donc, ça, finalement, ça coûte de l'argent à tout le monde. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'alternant lui-même. Qu'est-ce que ça coûte à un alternant, à un jeune, de perdre un contrat? Ça coûte de la confiance en soi, ça coûte cher humainement. Ouais. Pour nous, le cœur, avant tout, c'est l'humain et en l'occurrence, c'est l'alternant. Ouais. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi le point de départ, les valeurs qu'il y a derrière un projet comme celui-là? Parce qu'on pourrait se dire, c'est très technique, ok, il s'agit des écoles, les alternants, mais... Je peux te dire deux choses. La première, c'est d'abord personnellement, j'ai eu la chance de grandir dans le 93, dans un environnement de diversité, avec une maman prof de maths qui m'a donné le goût très rapidement de l'autre, du partage. Et donc l'alternance, c'est un vrai sujet, l'apprentissage, c'est un vrai sujet. J'ai aussi 2 enfants qui ont connu des échecs en alternance, donc voilà, j'étais sensible à ça. Mais en fait, l'opportunité s'est présentée parce que j'ai une autre société qui s'appelle GoWithYou. On est le premier partenaire de Google en France sur le secteur public et l'éducation. Et un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui travaille à la région, région Île-de-France, et qui avait inventé une méthode pédagogique. Et il pensait que la feuille de calcul Google, sur laquelle on peut travailler à plusieurs en temps réel, permettrait de créer ce lien. Et finalement, très vite, je me suis aussi senti concerné en tant que maître d'apprentissage, en tant qu'élu aussi à la Chambre de commerce de Seine-et-Marne à l'époque, au niveau de l'éducation. Très vite senti concerné et très vite j'ai dit, mais en fait, c'est le téléphone qui va permettre aux apprentis, mais aussi aux maîtres d'apprentissage, de s'impliquer plus dans le suivi de l'acquisition des compétences. Parce qu'en réalité, le cœur du sujet, c'est l'acquisition des compétences. Et d'ailleurs, vous organisez le premier forum de la compétence qui se tient le 26 juin à Paris. Avec quel objectif? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, il faut aussi un forum de la compétence? Mais en fait, cette idée, alors d'abord, je dois rendre hommage à quelqu'un qui est cher à mon cœur, qui nous a quittés, qui s'appelle Guillaume Mullier, qui avait créé le forum d'Imo-Gestion. Bref, donc c'est un peu aussi en hommage à lui que j'ai eu l'idée de faire ce forum. En réalité, le sujet de la compétence ne concerne pas seulement les apprentis ou les étudiants apprenants, il concerne tout le monde. Moi, je dis toujours, un être humain qui arrête d'apprendre, qui n'apprend plus, se meurt un peu. Et souvent, j'ai été aussi salarié. Dans les entreprises, on a un entretien annuel, on voit son manager, on dit alors, on fait un petit bilan de l'année. Déjà, on se rappelle même plus globalement tout ce qu'on a fait dans l'année. Voilà. Ou de ce qu'on avait évoqué l'année précédente. Exactement. Alors des fois, c'est écrit sur du papier ou même parfois c'est intégré dans des systèmes d'information. Mais globalement, là, l'idée, c'est de se dire, on va se voir plutôt une fois par trimestre. Et en fait, chaque fois qu'on se verra, on va voir ensemble sur quelles compétences tu aimerais
développer, nouvelle ou approfondir, Ouais. et on va le notifier sur cette application, donc Go With Job. Alors ça, c'est une nouvelle application que vous lancez en ce moment, c'est Alors, ça? en fait, c'est la même. En Ouais. fait, l'application de base Mm. est faite de manière à pouvoir être paramétrée. Donc, changer un terme, par exemple, maître d'apprentissage, c'est le manager. Ou alors, apprenti, bah, c'est le collaborateur. Ok. En fait, c'est la même logique. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir s'engager sur un parcours qui peut être court ou plus ou moins long. Et surtout, d'avoir un échange régulier. Donc, quand je suis salarié, Mm. si je vais au bureau le matin en me disant OK, je vais délivrer ce pourquoi on me paye tous les jours, mais en plus, je sais que je vais apprendre des choses, continuer d'apprendre. Ouais. Je suis dans toute autre dynamique. Et on retrouve le sujet de la perte de confiance en soi. Mm. Quand on est salarié et qu'on n'apprend plus rien depuis 2, 3, 4 ans, Mm. on perd confiance en soi, on Donc, se démotive, etc. donc Go With Job, c'est vraiment une façon de réinventer l'entretien annuel, c'est ce que je comprends. Oui, Ouais. c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, c'est pas un entretien annuel qu'il faut qu'on fasse. Mm. C'est à minima un trimestriel. Mm. Voilà. Mais pourquoi il faut se former toute sa vie? Vous avez dit tout à l'heure que si on ne se forme pas, on meurt un peu, mais Et parce que, alors d'abord, c'est aussi une nécessité, puisque tout le monde l'a constaté. Aujourd'hui, tout va très vite. Mm. On doit toujours se remettre à la page, quel que soit le métier qu'on fait, hein. Euh, Tiens, on parlera peut-être sport parce que c'est un autre sujet, mais vous avez tous suivi la jeune française Loïse Boisson à Oui, Roland-Garros. à Roland-Garros, bien Bah, par sûr. exemple, elle, Mm. avec son préparateur physique, ils ont inventé une nouvelle façon de faire travailler l'œil avec la réalité 3D. C'est de la recherche. Mm. Si ce formateur physique ne se forme pas, ne s'informe Ouais. pas, il n'est pas au courant de l'innovation. Et en fait, je pense que quel que soit le métier, que ce soit un métier manuel ou un métier plutôt col blanc, on va Mm. dire, c'est nécessaire de se former, Ouais. de ne pas être perdu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais Mm. qui aujourd'hui a déjà testé un petit peu? Mm. Qui a déjà fait ça? Non, du coup, il y a un écart qui se crée, il y a une Ouais. peur, et voilà, c'est ça qu'il faut. On est en plein dans le S de la RSE, le côté social sociétal. Il y a l'idée aussi d'accompagner des jeunes qui sont peut-être éloignés de l'emploi ou éloignés de la formation. Ça fait partie de votre démarche, ça? Oui, tout à fait. En fait, plus on est éloigné de l'emploi, plus on est éloigné de l'entreprise, plus on a besoin d'être accompagné. D'ailleurs, je suis aussi mentor Mhm. dans 2 dispositifs, dont un qui s'appelle Work, où j'accompagne un jeune d'Aulnay 3000, on peut le dire comme ça, Ouais. que j'ai accompagné, et je l'accompagne 2 fois par mois. Euh, et donc lui, en fait, au départ, il cherchait une entreprise pour être alternant, il trouvait pas. J'ai accompagné, finalement, il est embauché à la SNCF, il intègre la SNCF avec un parcours. Euh, et en fait, ce jeune-là, bah, je joue ce rôle de décoder en fait les codes de l'entreprise. Mhm. Le taux de rupture d'ailleurs des primo CDI en France est de 38% dans les 12 premiers mois. C'est colossal. Et donc tout ça, Go With App, Go With Job, c'est Mhm. cette volonté d'avoir un impact sociétal pour accompagner les jeunes, mais pas que, dans leur apprentissage Alors, tout au long de la vie. je reviens à ce premier forum de la compétence. Ça va faire le lien avec le sport parce qu'il y a une escrimeuse qui s'appelle Jade Maréchal qui sera présente. Pourquoi son expérience, elle vous intéresse? Alors, Quel lien vous faites avec ce dont on parle? ouais, bah en fait Jade, alors je fais juste, j'accompagne 2 sportifs qu'on sponsorise aussi, hein, Kenny Lives qui est un jeune judoka, qui est champion du monde junior, et puis Cyriane Ravet qui est un jeune taekwondiste dans un dispositif qui s'appelle Team Réussite. Donc pareil, c'est du mentorat, et les 2 sont en déplacement, et donc comme je connais bien Jade par le même dispositif, Ouais. j'ai proposé à Jade de venir. En fait, ce qui lui est arrivé à Jade, c'est que un petit peu avant les JO, elle s'est fait les ligaments croisés. Ouais. Et du coup, elle est rentrée dans une phase où elle ne pouvait plus s'entraîner, et en fait, elle a profité de ce moment-là pour développer de nouvelles compétences. Et notamment, elle a créé son entreprise, et elle intervient dans les entreprises pour elle est conférencière, Ouais. et elle intervient pour faire le parallèle entre le sport et l'entreprise. Et là, je lui ai demandé de venir pour nous parler en fait du lien entre résilience et compétences. Comment on fait quand tout le monde connaît des périodes difficiles? Est-ce qu'on peut profiter de ces périodes-là pour apprendre de nouvelles choses? Ça peut nous redynamiser, etc. Et Jade, pour ça, elle est géniale parce qu'elle parle très bien de tous ces sujets-là.
Un dernier thème, il nous reste une grosse minute. Si on regarde le baromètre 2025 des compétences durables, c'est Ecolearn qui nous dit ça, 69% des entreprises déclarent manquer de compétences sur les enjeux de durabilité. Est-ce que ça prend une place importante dans les formations que vous proposez ou est-ce que c'est un peu annexe? Alors, nous, on ne propose pas de formation. Ce Enfin, sont les écoles, que vous oui, accompagnez. voilà, ce sont les écoles qui intègrent en fait les cursus, enfin les compétences qui vont être travaillées. Donc aujourd'hui, honnêtement, dans les écoles, je suis pas certain que ça ait beaucoup de place. Voilà. En fait, les écoles sont concentrées sur le diplôme, sur le référentiel de compétences associé à chaque diplôme. Mais nous, par contre, avec GoWizApp, on peut intégrer des parcours complémentaires au diplôme et autour de la RSE, bien évidemment. Merci beaucoup, Patrick Leroux. À bientôt sur Bismart for Change et bon forum de la compétence. C'est donc le 28 juin à Paris. On passe à notre débat, les collectivités locales, l'adaptation aux risques climatiques. Le débat de ce Smart Impact, on parle des risques climatiques, de l'anticipation de ces risques, notamment pour les collectivités locales, avec Sonia Paty. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2. Et Marc Vanson, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur de développement des programmes, directeur de l'éducation, de la prévention et des liens familiaux à la Croix-Rouge française. Et je commence avec vous parce que vous publiez avec le CREDOC la 2e édition de votre rapport sur la résilience de la société française. Elle est centrée cette année sur justement les événements climatiques extrêmes. Quelle leçon principale, après on va rentrer dans le détail, mais quelle leçon principale vous en tirez? C'est vrai que la Croix-Rouge française agit pour renforcer la résilience de la société et des personnes. Et chaque année, on fait un bilan de notre préparation face à ces situations. Et le constat qu'on tire dans ce travail de profondeur, c'est qu'il y a des risques de plus en plus forts. On le voit par exemple, on prend juste l'exemple des canicules. On avait 2 jours de canicule par an en moyenne dans les années 80. En 2023, on en avait... on en avait une quarantaine. Voilà, exactement. On va voir ce chiffre d'ailleurs. Plus de 50 millions de Français exposés aux canicules en 2023. Voilà, c'est vertigineux. Il y a des risques de plus en plus forts, y compris sur les inondations, les tempêtes, les cyclones. Et en parallèle de ça, on voit que la population française est peu préparée à ces situations, tant en matière d'anticipation que de relèvement après. Et donc, il y a un gros travail, et c'est le but de ce rapport, un peu de pointer les champs d'amélioration pour mieux faire face aux situations à venir. Vous faites un certain nombre de propositions. Est-ce que ça veut dire, Sonia Paty, que les communes françaises, elles sont de plus en plus exposées aux risques naturels? J'avais presque envie de dire, est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas, quoi, vous voyez? Alors, d'après les données dont nous disposons, la plupart des communes françaises ont été touchées par une catastrophe, au moins une fois par une catastrophe naturelle depuis 1982. Donc, c'est à peu près 5700 communes par an qui est touchée par au moins une catastrophe naturelle. Donc, effectivement, c'est vertigineux et cette accélération interroge beaucoup, effectivement. Effectivement. Les inondations, c'est peut-être ce qui frappe le plus de communes en France. Oui, effectivement, les inondations, c'est vraiment la catastrophe naturelle qui frappe les communes en France. Et ce que je voudrais ajouter également, c'est que la France est le pays européen le plus marqué par les catastrophes naturelles juste avant l'Italie. Donc c'est vraiment un phénomène important. Important, avec une question, évidemment, une question de moyens, une question financière, de budget. Est-ce que les communes françaises ont finalement les moyens d'anticiper ces risques? Parce que c'est de ça dont on va parler aussi. Alors évidemment, ça va dépendre de la taille de la commune, de ses antécédents, mais d'une manière générale. Elles ont de moins en moins de moyens. On est au courant de la diminution des moyens des collectivités territoriales. Elles ont de moins en moins de moyens compte tenu également de la diminution des fonds verts qui leur sont accordés pour accélérer la transition écologique. Donc il est vraiment important de financer la prévention des risques naturels pour les collectivités territoriales parce qu'on montre, avec ma collègue Carla Morvan, que lorsque les communes mettent en œuvre des politiques de prévention, elles permettent de diminuer les dommages associés aux catastrophes naturelles. Et donc le coût des catastrophes naturelles. On va y venir sur ce coût dans un instant. Mais est-ce que, Marc Vanessa, les Français sont égaux face au risque? Ou est-ce que alors, je pense que la réponse est dans la question. Les plus vulnérables sont encore plus vulnérables d'une certaine façon. Oui, mais vous faites bien, ceci dit, de mettre l'accent sur ce point, parce que vraiment, il y
il y a un souci particulièrement fort chez les plus vulnérables. Dans la vulnérabilité, il y a question de l'âge. Évidemment, les seniors, par exemple, sont particulièrement exposés à certains risques. Quand on parlait des risques de canicule, d'inondation, quand il s'agit d'évacuation. Un chiffre simple, sur les plus de 70 ans, il y a encore, je crois, 14% des personnes qui n'ont pas de portable. Or, aujourd'hui, beaucoup de messages d'alerte passent sur les téléphones. Ouais. Donc, il y a ce sujet de l'âge, mais il y a aussi la question de la précarité socio-économique. Et il y a un lien très fort entre le mal logement, voire le sans-abrisme, et l'exposition au risque de catastrophe. Donc notre message, c'est justement d'avoir une vision claire de ce sujet pour anticiper et intégrer dans les plans de prévention ces publics les plus vulnérables. Ils servent à quelque chose, les plans de prévention des risques, ou ils sont un peu dépassés? Ils servent à quelque chose. Une des grandes limites, c'est déjà que parfois c'est juste une approche très, très formaliste. Voilà, on coche la case sans vraiment se donner le moyen d'utiliser ça comme un outil de préparation. Et surtout, il n'y a pas assez de mobilisation des populations civiles dans la préparation et dans la diffusion des enseignements qu'on Ça, j'y viens dans un instant, parce qu'il y a effectivement une question de formation. Mais sur le coût, vous commenciez à l'évoquer. Je ne sais pas si on l'a évalué et à quel point il pèse sur les finances des collectivités territoriales aujourd'hui. Alors, le coût des catastrophes naturelles, alors c'est effectivement très difficile à évaluer, mais depuis les années 80, il a été chiffré à environ 100 milliards d'euros, dont 40 milliards d'euros assurables. Donc effectivement, 60 milliards d'euros qui ne sont pas assurés, donc le coût il est extrêmement élevé pour les collectivités territoriales. Avec une accélération, est-ce qu'on le sent aussi? Parce que là, vous remontez aux années 80. Ouais. Alors moi, j'ai pas les résultats sur l'accélération, mais il est clair que le nombre de catastrophes naturelles est de plus en plus intense ces dernières années. Donc, il importe effectivement de tenir compte de cette fréquence de plus en plus élevée. Mais alors, on a dit qu'il y avait un problème de moyens, de budget, mais que peut mettre en place une commune pour anticiper les risques, en fait? Il y a tellement de risques différents. Ça dépend de chaque commune, ça dépend du risque principal auquel elle est confrontée, évidemment. Alors, il y a les fameux plans de prévention des risques naturels dont nous parlions, effectivement, qui permettent de mettre en œuvre un certain nombre déjà de règles d'urbanisme, de normes de construction qui permettent de prévenir les risques. Et puis il y a aussi les fonds verts dont je parlais tout à l'heure, qui leur permettent d'accélérer la transition écologique, mais il est clair que toutes ces mesures sont extrêmement coûteuses et nécessitent de plus en plus de financement, ce qui n'est pas actuellement ce qui constitue une difficulté aujourd'hui pour les collectivités territoriales. Alors, ce chiffre-là qui concerne, et ça va nous ouvrir sur les propositions que vous faites, les gestes qui sauvent, seulement 40% des Français sont formés à ces gestes, à ces comportements qui sauvent. Alors, c'est en progrès, mais on est loin derrière d'autres pays européens. La France reste un des pays les plus faibles d'Europe. Et d'ailleurs, c'est c'est même, je crois, la première de vos 10 propositions, mieux former les Français. C'est quoi? Quel serait le bon objectif, en quelque sorte? C'est vrai que la philosophie globale de nos propositions, c'est de renforcer le rôle des citoyens au cœur de ces situations d'urgence et de bien les intégrer comme le premier maillon du secours en situation d'urgence. Et donc cette question de la formation est essentielle. On voit que dans les pays d'Europe du Nord, on est plutôt à des taux autour de 80 voire 90%. Après, il n'y a pas de miracle, c'est juste parce que ils ont rendu obligatoire ces formations, par exemple pour accéder au permis de conduire. Donc d'ailleurs un débat est en cours à l'Assemblée nationale. Il y a une proposition de loi qui est débattue sur ce sujet. Et c'est assez simple de se former et ça a un impact très très fort, vraiment, on le voit. Et pas seulement sur les gestes techniques de massage cardiaque, etc. Mais quand on a été formé pendant une journée sur son rôle de citoyen qui peut agir en situation d'urgence, ça vaut aussi quand on est face à un risque d'inondation. Et quand je parlais tout à l'heure des plus vulnérables, ça nous rend peut-être plus sensibles au rôle qu'on peut chacun jouer auprès des autres en situation d'urgence. Est-ce qu'il faut se reformer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent on a été formé et puis on est confronté à un risque 3, 4, 5 ans après, on se dit voilà, je me souviens plus exactement. Là c'est vraiment un enjeu majeur. C'est-à-dire que la formation un peu classique, la formation premier secours citoyen, c'est une journée.
Et il y a plein de petits formats de 2 heures où on peut se reformer, même avec des initiations. Là, cet été, on lance l'opération L'été qui sauve, où il y a plein de présences de bénévoles de la Croix-Rouge sur les lieux de vacances pour justement même un petit recyclage en une demi-heure pour rappeler quelques remettre à jour sur protéger, alerter, secourir, des choses vraiment basiques. Rappeler que tout le monde peut agir en fait. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros ou d'avoir fait 10 ans d'études. Ouais. Vous parliez des assurances. On est quand même face à une difficulté majeure. Il y a de plus en plus de communes qui n'arrivent plus à s'assurer ou alors à des coûts qui sont tellement faramineux que ça grève leur budget. C'est un modèle à revoir finalement? Alors, on a un modèle quand même que beaucoup de pays nous envient, qui s'appelle le modèle CatNat, qui est un modèle de partenariat public-privé, qui permet aux citoyens, à la population, d'être indemnisés lorsque la catastrophe naturelle est reconnue par l'État. Oui, mais ça, c'est le fonds Barnier. Pas seulement. Il est mangé de plus en plus tôt dans le fonds Barnier. Tout à fait. Alors, le fonds Barnier, il permet, par exemple, d'indemniser des propriétaires fonciers qui se situent, par exemple, tout près du trait de côte. Donc ça, c'est intérêt. Mais le fonds CatNat, il permet vraiment d'indemniser les citoyens lorsqu'ils sont confrontés à toutes ces catastrophes naturelles, dès lors qu'elle a été reconnue par l'État. Et c'est tout l'enjeu de cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui permet aux assurés d'être indemnisés. Mais je repose un peu la question de la même façon, c'est-à-dire ce fonds ou ces fonds, ils sont clairement sous-dimensionnés aujourd'hui ou pas? Oui, parce que étant donné que la fréquence des catastrophes naturelles augmente, ça pose une réelle question. Comment parvenir aujourd'hui à financer l'augmentation de ces catastrophes naturelles? Alors moi, je n'ai pas la réponse, mais il est clair qu'il va falloir réfléchir à l'avenir sur la manière dont on pourra indemniser un nombre croissant de personnes qui subissent les conséquences de ces catastrophes naturelles. D'où l'importance de l'anticipation, parce qu'on a bien compris que ça réduisait les coûts, et d'où l'importance de la formation de nous tous, des citoyens pour parmi les propositions que vous faites, il y a par exemple connaître, repérer les personnes vulnérables, garantir la mise à l'abri, l'accès à l'eau, à l'hygiène de façon systématique. Et puis alors il y a ce réflexe du sac d'urgence. Je veux bien qu'on en parle. Il nous reste 50 secondes. C'est quoi l'idée? Enfin, je comprends l'idée, mais non, mais l'idée c'est qu'il faut être capable d'être en autonomie pendant 1 à 2 jours quand il y a des situations vraiment d'urgence avec coupure d'électricité, inondation, etc. Et donc de préparer en amont, en temps normal, le nécessaire pour faire face à cette situation d'urgence et avoir vraiment le minimum vital pour pouvoir tenir 1 ou 2 jours en autonomie avant que les secours arrivent. Et donc c'est de l'eau et de la nourriture, une lampe de poche avec des piles ou avec une manivelle pour enclencher l'électricité, des couvertures de survie. Enfin, voilà, et c'est vraiment un réflexe que chaque Français doit avoir, d'avoir ce petit sac, ce katakit, on appelle ça, le katakit, voilà, qui permet d'assurer ces situations d'urgence. Voilà, merci beaucoup. Préparez votre katakit. On a tous retenu la leçon. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Baptiste Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Vertuo, créé en 2017 avec Elodie, Stéphane. Et avec quelle idée? C'est quoi Vertuo? Vertuo, c'est tout simplement répondre aux enjeux climatiques aujourd'hui. Il faut rafraîchir les villes, on voit très bien durant cet été. Donc on a besoin de plus de végétation pour rafraîchir, mais qui dit plus de végétation dit aussi plus d'eau. Parce que les plantes ont besoin d'eau pour vivre et pour rafraîchir. Et nous, on a un système qui permet d'assembler les deux, c'est de se dire, créons plus de végétation, mais avec le minimum d'eau possible. Alors ça intrigue. C'est inspiré de la nature, vous parlez de bocage urbain, ça marche comment? Voilà, donc en fait nous on a créé un système qui est modulaire, un peu comme un Lego, qui vient récupérer les eaux dans la ville, donc les eaux qui sont sur les routes, sur les trottoirs, qui viennent des bâtiments, des toitures, des gouttières, toutes ces eaux qui normalement aujourd'hui sont considérées comme des déchets. On va les recevoir. C'est de l'eau de pluie, au départ. Exactement, c'est de l'eau de pluie ou de l'eau qu'on appelle un peu grise, c'est-à-dire de l'eau qui est un peu polluée. D'accord. On va la recevoir, on va la filtrer. Donc on a un filtre à l'intérieur de nos systèmes. Donc nous, c'est comme un énorme caisson.
qui va filtrer cette eau-là et qui va ensuite progressivement, comme un filtre à café, retranscrire cette eau à la végétation environnante, soit dans le sol, donc enterrée dans des jardins le long des routes, ou soit dans des jardinières, dans des bacs, sur des terrasses, des balcons, etc. Ça veut dire que c'est autonome, il n'y a pas besoin d'arroser les plantes en question. Et c'est ça la grande innovation, c'est-à-dire qu'on arrive à créer aujourd'hui concrètement des surfaces végétalisées partout en France, sans aucun arrosage, toute l'année, y compris pendant les canicules et des sécheresses, jusqu'à 90 jours de canicule ou de sécheresse, donc ce qui est extrêmement rare. Paris, le maximum, c'est 43 jours. Donc voilà, on a un système qui est complètement autonome et qui est compatible avec le climat 2050. Ouais, avec cette notion d'îlot de fraîcheur. On parle surtout d'îlot de chaleur, mais là, c'est un îlot de fraîcheur que vous créez? Exactement, parce que du coup, derrière, on sait qu'à partir du moment où la végétation elle a toute l'eau disponible pour s'irriguer, et ben, elle va être la plus performante possible pour rafraîchir. Parce que la plante fonctionne comme un climatiseur, elle puise l'eau dans le sol pour rafraîchir. Et on a fait des mesures comparatives. En gros, nos plantations dans nos systèmes, elles sont 7 degrés plus performantes que des plantations classiques qu'on va planter au bord de route. En termes de fraîcheur, c'est énorme. Ouais, effectivement, c'est assez... Vous avez créé combien de sites là, puisque l'entreprise elle existe depuis 2017, vous en êtes où là? Aujourd'hui, on a 130 sites déployés partout en France, certains plus emblématiques que d'autres. Le plus emblématique, c'est le plus récent. On a fait une rue complète au village olympique, donc que tout le monde peut aller voir d'ailleurs. C'est la rue Ampère, c'est la rue qui est juste devant la Cité du Cinéma. D'accord. Voilà, donc on peut se promener dans cette rue et on se rend compte qu'on a une végétation, une haie qui fait 2 mètres de haut, qui est à côté de la route. Et on voit rien en fait, on voit juste une bande végétale assez classique, à la différence près que par rapport à ce qu'on voit dans une ville, c'est très touffu, très dense. Au sol, on a un manteau végétal et cette rue, elle est jamais arrosée et elle le sera jamais, y compris pendant des étés les plus secs. Ouais. Et en fait, quand on se balade dans cette rue ou dans l'une de vos installations, on voit pas le côté la technologie, c'est-à-dire elle est planquée en fait, elle est dessous, c'est ça, ouais. Exactement. C'est-à-dire que nous, alors. On a un système qui est pour toutes les rues, c'est un système qui est enterré dans le sol, qui est complètement invisible. Vous vous promenez dans Paris ou ailleurs, vous voyez une bande végétale le long de la route, vous voyez juste la végétation, mais vous imaginez pas en dessous qu'il y a ce système-là. Donc ce système, il y a 3 parties. C'est une cuve d'eau, un filtre et une irrigation. Donc c'est en gros par capillarité. Ouais, alors vous étiez venu il y a 2 ans dans cette émission. Donc vos clients sont d'abord les collectivités locales territoriales, mais là vous avez une offre aussi à destination des entreprises. Et exactement, voilà, c'est un peu la nouveauté parce que donc depuis 2 ans, on a développé pas mal de rues sur les 130 sites vraiment partout en France, que ce soit le sud, Monaco, Aix-en-Provence, Nice, et en remontant jusqu'au nord à côté de Lille. Et aujourd'hui, depuis fin du mois de mai, on a lancé une offre à destination plutôt des entreprises pour végétaliser les bâtiments, les terrasses, les pieds d'immeubles, les cours, les patios, parce qu'on se rend compte qu'il y a un énorme besoin. Et ce qui est énorme, c'est qu'avec notre système, on arrive à baisser de 80% les coûts d'entretien et à couper complètement la consommation d'eau, ce qui a un énorme besoin par rapport aux enjeux environnementaux qu'ont les entreprises aujourd'hui, parce qu'en fait, on leur demande, à travers la directive CSRD européenne et à travers toutes les publications environnementales qu'il faut avoir, de baisser la dépendance à l'environnement. Et ça, c'est l'une des preuves qu'on peut le faire à la fois sur des sites industriels et sur des sites de bureaux aussi. Ça peut être une cour, ça peut être un toit terrasse, ça peut être... Exactement, ça peut être dans l'urbain dense, typiquement un immeuble de bureau, donc tout ce qui est terrasse, pieds d'immeuble, les cours, voire même les parkings. Et ça peut être aussi sur du site industriel, par exemple récupérer toutes les eaux qui viennent des toitures. Au lieu de les rebasculer dans le réseau, on va créer un espace végétalisé qui va recycler ces eaux et qui va irriguer du coup tout un espace qui peut être assez grand finalement. Par l'irrigation dans le sous-sol. Merci beaucoup Baptiste Laurent et bon vent à Vertuo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!